Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps et je lis en ce moment Dialogue sur le chemin initiatique de Carl Fried Graf Durkheim. Hyper intéressant, j'avais déjà lu un bouquin de lui et j'ai lu une punchline. Et du coup, ça m'a donné envie de bondir ici pour te faire une petite vidéo, le temps d'allumer juste les vidéos là, les LED. Il n'y aura même pas la lumière principale, on s'en fout. L'idée, c'est de te faire à l'improviste une lecture d'un passage de bouquin, ce que je fais tout le temps à la maison avec Yann, et de te commenter éventuellement si ça m'inspire des trucs. Donc voilà. Donc ça disait, la souffrance de l'homme, c'est d'être étranger à lui-même. C'est là son mal le plus profond, le plus personnel et le plus universel. Car le péché est devenu collectif, à la suite de quoi, je parle maintenant de l'occidental, la civilisation n'a développé qu'un pôle de l'être humain et a sacrifié l'autre. L'homme se trouve toujours appelé à une double mission, reconnaître et maîtriser le monde dans lequel il vit. C'est l'œuvre pour laquelle il a besoin d'efficacité ou d'efficience, mais en même temps il est vital qu'il mûrisse sur le chemin intérieur. Le fruit de cette maturité sera la personne transparente à son être essentiel dont il témoignera dans l'existence. C'est un fait que la civilisation occidentale a totalement négligé cet aspect-là. Aujourd'hui encore, l'homme dans le sens profond du mot n'a pas de place dans l'éducation. Ça commence à l'école. Tout est organisé. L'enfant n'a aucune liberté créatrice. Très tôt, il doit veiller à avoir de bonnes notes sous peine de ne jamais pouvoir entrer dans une école supérieure ou à l'université. Le petit enfant un peu lent, rêveur, qui se penche sur son travail d'une façon presque méditative, n'a aucune chance. Seul le calé, la grosse tête, le rapide est digne d'intérêt. La formation universitaire, par exemple. La médecine ne donne au long des années aucun cours sur l'être humain. Tout vise le corps. La plupart des médecins de notre temps basent leur savoir sur une physiologie, tout au plus une psychologie. Un chirurgien allemand renommé a dit une fois « Dans toutes mes opérations, je n'ai jamais rencontré une âme ». Mais ça vient. Dans les hôpitaux supramodernes, il y a quelqu'un qui est sur le chemin et qui commence à bloquer le déroulement de toute cette technique. C'est le malade. Lui seul a encore des désirs personnels qui ne vont pas avec l'organisation des teams, qui ont découpé l'homme en morceaux nécessitant chacun une recherche particulière. On ne s'occupe pas de l'être humain. C'est une caricature, bien sûr, mais ça va tout de même dans cette direction. Voilà ce que je voulais te partager parce que dans cette partie, il exprime clairement à quel point l'homme il est découpé. L'homme occidental, l'homme oriental. Plus tôt dans le livre, il disait que il parlait d'une troisième voie en fait, où l'homme oriental va intégrer l'occidental en lui et réciproquement. Et c'est pour ça que ça fait des dizaines d'années qu'il y a une vraie appétence du yoga et de tout un tas d'approches orientales en Occident. Parce que ça vient répondre à un manque, à une vraie lacune, un vrai désinvestissement de la vie spirituelle en Occident, où on est tout le temps dans notre ciboulot, dans notre tête, à penser, à scotomiser la réalité en morceaux, en tranches, et on a complètement délaissé le bas, en fait. Ce qui est extrêmement paradoxal, parce que quand tu vas, effectivement, pour avoir fait la première année de médecine, 2 fois en plus, c'est ouf, on en parlait hier d'ailleurs, c'est ouf de réaliser à quel point moi je bitais rien en biologie cellulaire. J'essayais d'apprendre par cœur le truc, la cellule, la mitochondrie, le peroxysome et tous les petits organites là, le réticulum endoplasmique granulaire, pour les intimes, si ça te rappelle des cours, voilà. Ces trucs-là, en fait, la première année, je n'ai rien bité. J'étais juste, ça me venait pas à l'esprit. J'étais juste en train d'essayer d'apprendre par cœur le plus possible, tellement il y avait d'infos à engranger. Et la deuxième année, quand j'ai doublé, quand je suis repassé sur ces cours, j'ai fait « Ah, mais c'est ça que ça voulait dire! Ah putain, ah ouais, d'accord !» Parce que j'avais un recul sur le contenu, et en repassant dessus, il commençait à y avoir des connexions dans le cerveau qui faisaient « Ah ouais !» Parce qu'on ne demande pas, non seulement on ne demande pas de comprendre, on ne demande même pas d'avoir du recul sur le contenu, on demande d'engranger purement et simplement. Mais en plus, comme il le dit dans le bouquin, vraiment très intéressant, ce bonhomme Durkheim, j'aime beaucoup. Mais en plus, voilà, il y a surtout cet intérêt pour, ou plutôt ce désintérêt pour toute la dimension de l'être humain qui est... typiquement, quand j'étais en stage de kiné, je voyais les médecins, je voyais les kinés. Quand je voyais ces professionnels-là, quand ils parlaient des patients, quand on était
comment on appelle ça déjà, je sais plus, dans les réunions, dans les centres de rééducation et compagnie où tu avais toutes les disciplines qui parlaient, il y avait souvent le fait que le patient était résumé à sa pathologie, était résumé à ses radios. Ça m'avait marqué une kiné qui m'avait dit ah non, mais lui, on peut rien faire vu l'état de ses radios et tout. Et où vraiment, l'individu aujourd'hui, c'est des généralités, hein, c'est aussi en train de changer, mais dans bien des cas, l'individu, il est essentialisé à ses radios, à sa pathologie, à n'importe quel examen qui montre un truc. Et du coup, on n'a plus un psychisme derrière, on n'a plus un être humain sensible avec des émotions, avec une histoire, avec des traumas, avec des préférences alimentaires, avec une situation familiale, maritale, avec ses enfants et tout. On n'a pas l'individu dans un contexte donné, on a l'individu dans une lecture extrêmement simpliste, extrêmement parcellaire. C'est juste une lorgnette par laquelle on regarde. C'est comme si on regardait par le trou de la serrure et ah ok, ben voilà, j'ai compris, voilà, la maison de cette personne ressemble à ça. Tu peux aussi prendre la métaphore de l'éléphant avec les aveugles et l'éléphant où tu as celui qui tient une trompe, celui qui tient la trompe de l'éléphant qui fait ah, c'est l'éléphant, c'est quelque chose de moelleux et de long. Celui qui tient la patte, il dit, celui qui touche la patte, ah mais l'éléphant, c'est comme un pilier, et ainsi de suite. Parce que chacun tient son bout de réalité. Et plus on va dans l'hyper-spécialisation du médecin néphrologue, du médecin spécialiste en médecine nucléaire, du médecin spécialiste en l'ophtalmo, puis etc., etc. Toutes les spécialités qui s'intéressent à chaque système dans la précision. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu vas développer une vraie expertise, c'est le principe. Mais le risque, et c'est souvent le cas, c'est que tu perds de vue toute l'entièreté de la globalité de l'être humain. Et or, pour moi, on ne peut pas en fait éliminer la systémie de l'être humain. Quand on regarde les yeux de l'être humain, faut regarder son foie, il faut regarder ses émotions, il faut regarder toute la sphère ORL, il faut regarder l'être humain dans sa globalité en fait. Et l'Occident ne fait pas ça. L'Occident ne faisait pas ça. Et encore une fois, c'est en train de changer avec l'avènement avec une alliance dans certains milieux de la médecine classique, entre guillemets, en tout cas la médecine moderne, et la naturopathie, et la médecine chinoise. Et il y a des professionnels comme ça qui mélangent les deux et qui vont chercher une alliance. Il n'y a pas une opposition à avoir là-dedans, il y a une alliance vraiment entre Orient et Occident. Parce que si on reste dans une vision découpée de la réalité, on va continuer de regarder nos problèmes avec un angle extrêmement précis, extrêmement morcelé, au lieu de regarder l'ensemble en fait, au lieu de regarder la totalité. Parce que l'être humain n'est que à prendre dans sa totalité, et y compris dans son environnement, dans son écosystème. Ça paraît juste évident peut-être, hein, mais pourtant, je sais pas, je n'ai jamais vu un médecin généraliste qui m'a posé des questions réellement sur qu'est-ce que je mange, à quelle heure je me couche. La dernière fois que j'avais vu une médecin généraliste, il y a peut-être 2 ans, c'était des questions bateaux de comment ça va, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous dormez bien. On peut aller, je sais pas, on peut aller précisément dans les questions, quoi. Comment vous allez, comment ça va avec votre compagne, votre métier, vous faites quoi, c'est comment. Mais évidemment, plein d'objections peuvent survenir ils n'ont pas le temps, ils n'ont que 15 minutes, parce qu'il faut enchaîner les patients, parce que… Oui, c'est là où tu as toute une problématique, toute une constipation dans le système de santé, dans le système moderne, où il faut être efficace, il faut être rapide, et du coup on perd de vue l'essentiel. Parce que quand tu accompagnes des gens, tu as intérêt à avoir une vision la plus intégrale possible, parce qu'il suffit de louper à côté d'une info importante. Je veux dire, si le médecin n'est pas au courant que son patient, je sais pas, la personne vient de perdre son compagnon ou un enfant, ou qu'il y a eu un gros trauma qui s'est révélé il n'y a pas longtemps, ou qu'il y a des gros troubles alimentaires, et qu'avec juste quelques questions bateau, en fait, c'est pas décelé, c'est juste dommage, on passe à côté de l'essentiel, en fait. Et pour ça, ça demande de se poser et de réellement écouter l'être en face. Et je te ferai une petite vidéo là-dessus, ça m'a été inspiré par une discussion avec un pote, mais que dans la thérapie, dans la médecine surtout, mais ça marche aussi en psychiatrie, en psychologie, avec beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants dans la sphère occidentale. C'est ce qu'on avait aussi vu en kiné, c'est qu'il y a une distance qui est mise. C'est qu'il y a le médecin, il y a le professionnel, il y a le kiné, il y a le pharmacien, et il y a le patient. Et il y a une verticalité là-dedans. Il y en a un qui a une expertise et l'autre qui ne l'a pas.
Il y en a un qui est en demande, qui est en position un peu en position inférieure, en posture basse, comme on dirait, en PNL, en jeu relationnel, posture basse, et le médecin l'accompagnant en posture haute. Et le problème de ça, c'est que ça. Alors, encore une fois, hein, c'est normal qu'il y ait une forme de j'ai une compétence et toi tu l'as pas. Mais la posture haute qui découle, ou d'ailleurs tout un tas d'écueils en lien avec ça, ça part dans tous les sens cette vidéo, mais c'est pas grave. Tous les écueils en lien avec des médecins qui pètent plus haut que leur cul, des chefs de service, des gens imbuvables. Plus les gens ont fait d'études, plus les gens se sentent appartenir à une caste ou se sentent monter le bourrichon, plus ils sont imbuvables. Ça fait partie de ça aussi. Du coup, il y a une posture haute qui s'installe et le patient, il est en posture basse et il ne sait pas, il est incompétent, il a besoin de conseils là et tout. Là où en fait, on pourrait inverser le truc, on pourrait déjà mettre une posture horizontale, comme c'est le cas dans beaucoup de relations thérapeutiques après, dans le coaching ou avec bien des thérapeutes, bien des thérapies, ou quand on parle d'un client, c'est ça, je ne sais plus quel était mon pote me parlait de ça, j'ai un trou de mémoire de qui on parlait, quel était je crois que c'est Carl Rogers, c'est ça, l'approche centrée sur la personne, entre patient et client, justement. Quand tu as un patient, ben, tu es sur une personne qui est profondément en posture basse. Et du coup, le problème, c'est que la personne risque de prêter allégeance au professionnel parce que posture d'autorité. Et quand tu es en autorité, bah, du coup, tu as un levier d'influence très fort. Et ça peut avoir ses avantages, mais il y a une pente glissante très forte de ne pas remettre en question, de ne pas remettre en doute. Et ça me fait penser et là c'est association libre aujourd'hui, ça me rappelle quand j'étais parti, juste avant de partir au Pérou, où le médecin généraliste de famille me prescrit du Lariam, un antipaludéen qui est bourré d'effets secondaires et qui m'a pas dit cette info. Et moi, c'est la première fois que du coup j'ai le réflexe où je commence à questionner, je commence à aller sur Google et à regarder qu'est-ce que c'est ce médicament, parce que je ne sais plus pourquoi, mais j'avais dû regarder la notice et j'ai vu un site qui s'appelait stoplariam.bi, je crois, et qui recensait juste des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui avaient eu des catastrophes avec ce traitement. Et c'était connu, effectivement. Et d'ailleurs, en regardant une vidéo de Stromae il n'y a pas longtemps, c'est exactement ce qu'il a eu. Le chanteur Stromae, il a douillé sévère suite à une prise de Lariam, ce qui n'a pas dû arranger avec son perfectionnisme aigu et sa capacité à hyper travailler dans le perfectionnisme costaud. Mais donc voilà, Lariam, donc si j'étais un patient lambda, j'aurais juste pris le Lariam, peut-être ça serait bien passé, mais là du coup, moi j'étais un peu outré de me dire, j'étais jeune, j'avais 18 ans, en mode putain, mais c'est un médecin, il me prescrit un truc et il me prévient même pas des effets secondaires de ce truc-là. Moi je suis gamin, je suis même pas. Alors j'étais en fac de médecine, donc ça a dû jouer, mais quand même, quoi, bref, c'est chaud, quoi. Donc c'est le risque de la posture basse du patient, c'est pour ça que je te parle de ça, c'est que tu prends un truc et tu ne le remets pas en question. Là où en fait, moi j'aime bien un nouveau paradigme dans lequel c'est le client, c'est l'individu qui vient en soins, qui va se guérir lui-même en fait. Parce que n'importe quelle pilule, n'importe quelle injection, n'importe quel principe thérapeutique, si c'est injecté à quelqu'un qui n'a pas l'énergie vitale, quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est à l'aube de la mort, ça ne va pas fonctionner, ça va juste rien donner. La personne, elle a pas l'énergie vitale pour se guérir, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien qu'à un endroit, même s'il y a une substance qui peut aider, et clairement, des fois c'est nécessaire, il y a besoin de c'est par les ressources intérieures que la personne se guérit elle-même en fait. Et ça, ça ramène un peu chaque chose à sa juste place, où il n'y a pas une personne qui sait mieux que toi, c'est pas le médecin qui va te guérir, c'est pas le pharmacien qui te guérisse. D'ailleurs, c'était un psychiatre qui m'avait écrit aussi en lien avec mes contenus sur l'énéagramme, qui m'avait dit génial ce que vous faites, vraiment merci et tout. Je n'ai de cesse de rappeler aux gens que c'est pas moi qui les guéris, c'est eux c'est eux en fait. Et ça paraît con, hein, mais quand un être humain se responsabilise et quand l'accompagnant il le responsabilise et le ramène dans ce qui est en son pouvoir, en sa capacité, et que c'est lui qui peut guérir, seulement lui, on ne peut pas le guérir de l'extérieur, eh ben, même s'il y aurait peut-être des nuances à amener là-dedans, mais dans le fond, ça changerait beaucoup de choses en fait. Et donc voilà ce que je voulais te partager dans cette petite vidéo improvisée. Ouais, je te conseille Durkheim si ça t'intéresse, et puis voilà, réflexion à mener ou à laisser infuser, c'est
comment je réunis Orient et Occident en moi, quand il parlait de ce truc de l'enfant là qui est à l'école et qui doit être bien concentré, qui doit atteindre un résultat, ben, c'est sûr, on attend de l'enfant qu'il soit focus et qu'il soit concentré pour des matières même dont il se fout, parce que l'enfant n'a pas décidé d'être là, clairement. Et moi, ça m'a vraiment cassé les couilles pendant beaucoup dans ma scolarité, même si j'arrivais à me forcer. Ça m'a vraiment pété les couilles. Il y a plein de moments, les maths, la physique, tous les trucs de sciences d'ingénieur, en fait, ça m'a saoulé. Parce qu'on m'a quelque part jamais demandé mon avis sur est-ce que ça m'intéressait ces sujets-là, en fait. Et là, ça pose question de toutes les éducations alternatives, alors que ce soit école à la maison ou que ce soit les écoles démocratiques, qui me paraissaient lunaires à l'époque. Tu mets des gamins dans un endroit, il n'y a pas de prof. Et moi, je me disais, mais c'est un pote qui me disait ça, je disais, mais comment c'est possible? Mais les gamins, comment ils apprennent? Et après, plus récemment, j'ai vu qu'il y avait des études sur le sujet. Et que les gamins qui sortaient d'écoles démocratiques, eh ben, ils avaient globalement une bien meilleure qualité de vie, bien meilleur salaire, un métier qui leur plaisait plus. Enfin, c'est des gens qui ont été suivis sur peut-être 30 ou 40 ans, j'ai plus le truc en tête, tu pourras retrouver. Ça questionne, tu vois. Ça questionne le modèle. Alors en France, c'est hyper conservateur, donc on n'est pas encore là. Mais ça émerge quand même. Il y a du Montessori, il y a d'autres approches. Et ça, mais ça a vraiment besoin de pousser, quoi. Donc, bref, je m'en occuperai quand j'aurai des gamins. Pour l'instant, c'est pas dans les priorités, mais un jour, j'en parlerai, c'est sûr, parce que c'est un sujet que je trouve hyper, hyper important et même consternant à un endroit. Le jour où j'ai lu les 10 lois du cerveau de John Medina, et où tu voyais à chaque loi du cerveau que le cerveau apprend en jouant, que le cerveau apprend dans le mouvement, que le cerveau apprend avec de la diversité. Enfin, tu voyais toutes les lois de comment le cerveau fonctionne et apprend. Et je me disais, mais l'école, en fait, elle viole chaque principe. Chaque loi du cerveau, en fait, elles ne sont pas sollicitées. Tu m'étonnes que c'est dur d'apprendre, que tu m'étonnes que les gamins ne soient pas concentrés. Dans une classe avec des néons, avec un savoir qui est vertical, où il y a peu d'interaction, où l'enfant il doit se contraindre, où il doit rester pendant 2 heures ou 1 heure, ou concentré sur un truc qu'il n'a pas choisi et où il ne s'amuse pas. Oh là là. Mais encore une fois, il y a des profs qui font des efforts et qui essaient d'amener quelque chose de vraiment chouette par rapport à ça. Et là, tu penseras à l'excellent film, Le Cercle des poètes disparus, qui parle aussi de ce genre de choses. Bon, allez, je m'arrête là pour l'association d'idées. Et je pense que c'est un truc que je referai, puisque ça me plaît bien comme contenu. C'est ce que je voulais déjà faire avec Le Chevalier à l'armure rouillée, que je lis régulièrement. Mais là, ça m'a popé d'un coup. Allez, je vais te faire un contenu sur épanescence, sur une petite punchline, et puis voilà, après ça part en roue libre, et c'est amusant. Tu me diras si ça te nourrit, si ça t'apporte quelque chose. Mets-moi un pouce si c'est le cas. Si tu veux en voir plus, dis-moi en commentaire aussi ce que ça t'évoque. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce genre de contenu? Je pense que c'est hyper en lien avec ce que je te partage sur épanescence. Et puis belle journée à toi. À plus.